Bonjour à tous, je suis Johanna Cohen du cours ANA. Le cours ANA est une école des arts de la scène située à Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Paris 16e. Le cours ANA, ce sont des cours de théâtre, des cours de chant, des cours de comédie musicale, des cours de danse hip-hop et des cours d'improvisation. Le cours ANA, c'est du plus petit de 3 ans jusqu'à ce que tu puisses tenir debout. Mais le cours ANA, c'est également des podcasts. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir un artiste marseillais qui s'est imposé dans le paysage musical francophone grâce à sa plume sincère, son amour des mots et des mélodies percutantes. Auteur, compositeur, interprète, il appréhende le style du rap avec une authenticité rare. Après ses débuts dans le duo Renégat, il s'est lancé en solo et a enchaîné les projets marquants de l'album Rose au dernier en date Alain. Ses textes inspirés de son vécu parlent avec justesse de tous les sentiments et émotions qui peuvent animer tout être humain face à la valse de la vie et de l'amour. En 2024, il revient avec le titre Merci pour rien, un morceau fort sur la séparation amoureuse ou Alain en hommage à son père. Entre collaboration et feat avec Amir, Youssoupha ou récemment Jérémy Frérot, il ne cesse de surprendre son public et de partager avec lui la profondeur de son âme. Bienvenue à Kemler. Merci beaucoup. Bonjour Kemler. Trop sympa, trop flatteur, merci beaucoup. C'est Kemler ou Kem ? Bon, Kem, c'est bien. C'est bien. Ouais, Kem, c'est bien. Alors, ton parcours musical commence très jeune, à 14 ans, avec la formation du duo Renégat. Alors, quelles furent tes influences musicales de l'époque et le déclic pour former ce duo aussi jeune ? À l'époque, je pense que ce que j'écoutais le plus, c'était beaucoup de rap parisien, Kerry James, notamment, Medine. J'écoutais aussi Youssoupha, pas mal. Et puis Arsenic aussi, donc Lino et Calbo. Et en vrai, on écoutait vraiment beaucoup de rap, mais je m'étais pas fait dans ma tête un lien avec le fait de faire du rap. C'est juste qu'entre midi et 2, un jour, il y a un gars qui est venu proposer des ateliers d'écriture rap. Pendant qu'on était à la cantine dans mon collège. On y allait un peu au début pour se moquer des gens qui allaient. Et moi, je me suis fait attraper. Eh oui. Ouais. Et tout a commencé. Ouais, tout a commencé comme ça. L'influence d'un stage d'écriture qui correspond à ta découverte de la puissance des mots, tu peux nous en parler un petit peu ? Ouais, en fait, j'y suis allé, comme je te dis, c'était vraiment par moquerie. Et puis, c'est ce qu'on a fait le premier cours, hein, c'est vraiment moquer des gens. Mais en fait, moi, ça m'a vite attrapé et j'avais pas fait le lien entre le fait d'avoir des vraies facilités en français, qui était la seule matière où j'excellais, et le fait d'adorer le rap. Et puis, quand j'ai vu qu'on pouvait mélanger les deux, à partir de là, tous mes cours, c'était consacré à écrire des textes, quoi. Tu t'es fait un peu tout seul ? Oui, franchement, oui. J'ai toujours... En fait, j'ai toujours eu ce truc de voir des gens plus forts que moi et de me dire qu'il faut que je sois plus fort qu'eux. Et c'est toujours ce qui m'anime aujourd'hui quand j'écoute un album où je trouve que le mec il est 100 fois plus fort que moi. Je me dis il faut que je devienne plus fort. Donc, ouais, c'est ça qui m'a fait me faire tout seul, je pense. Bravo. Merci. En 2018, tu sors ton premier album, Rose. Si tu devais définir l'évolution de ton style musical entre Rose et ton dernier projet, Alain, qu'est-ce qui a changé selon toi ? Je crois que c'est... Alors, très paradoxalement, c'est les deux albums qui sont le plus éloignés en termes de temporalité, mais par contre, je pense que c'est les deux albums qui sont le plus proches en termes de sincérité, parce que je pense que sur mon dernier album, j'ai retrouvé une authenticité, une sincérité que j'avais plus sur l'album précédent notamment. Je faisais pas les choses je faisais pas de la musique pour les bonnes raisons. Et sur le dernier album, oui, j'ai retrouvé ça. Ce que j'avais sur Rose, de faire la musique pour les bonnes raisons et juste en faisant ce que j'aime et ce qui me touche. Et j'ai retrouvé ça avec Alain. Et puis ça a été là, à partir de là que ça a été une plénitude professionnelle pour moi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce que je fais, je l'assume à 10 000% et je fais que ce que j'aime. Authentique et vrai. Moi, j'essaye en tout cas. Y a-t-il eu un instant ou un événement au cours de ta carrière où tu t'es dit « je suis légitime dans ce milieu »
Ou ce doute, tu ne l'as jamais eu? Non, franchement, pour être très honnête, c'est fou, mais je me suis jamais senti très légitime quand il y a des trucs, quand je me retrouve à avoir plus d'abonnés que certains gars que je trouve très forts, ou arriver dans une session pour écrire pour des artistes où tu vois des compos et des auteurs que tu admires un petit peu, je me sens pas hyper légitime. Je me dis toujours que ça va être une catastrophe. Et au final, j'arrive toujours à m'en sortir, mais j'ai toujours cette impression-là que ouais, j'ai eu de la chance. Et on verra, la prochaine, peut-être que j'aurai de la chance, peut-être pas. Et donc, j'ai jamais eu ce sentiment de légitimité. Et à un moment, je me battais pour l'avoir, mais aujourd'hui, non, je me dis, en fait, je suis bien comme ça. Et tu penses que c'est que ce facteur chance? C'est pas un mec qui est bourré de talent? Pour moi, je suis pas sûr que le talent, ça existe. En vrai, je pense que c'est... Ouais, t'as 2% de talent et 98% de travail. Et je crois que il y a peut-être 3-4 mecs qui ont des dons et en fait, tu peux rien y faire. C'était comme ça à la naissance. Je prends toujours la comparaison au foot de Messi où t'as l'impression qu'il travaille pas et en fait, le mec, il touche un ballon, c'est exceptionnel. Ou Ronaldinho, des mecs comme ça. Et moi, dans la musique, c'était pas ça, quoi. J'ai commencé la musique, j'étais nul. J'étais nul. Et j'ai que travaillé. J'ai travaillé par passion et c'était du travail. Pas que du travail d'écriture, mais aussi beaucoup de travail d'analyse, beaucoup de travail d'observation, regarder les autres, toujours regarder alors aujourd'hui, toujours regarder les artistes plus jeunes qui arrivent, qu'est-ce qu'ils apportent de plus. Je veux pas réagir comme un vieil imbécile en grandissant, en vrai. Donc, ouais, je regarde tout. Une séance d'écriture avec Kem, ça se passe comment? Alors, c'est pas simple. En vrai, je pense, quand c'est pour mes projets à moi, bah, c'est assez facile parce que vu que c'est moi qui écris, je suis un peu dans ma bulle et tout va bien. Et en fait, quand j'écris pour les autres, j'aime bien qu'on me laisse avec la prod et que je pars dans une salle un peu tout seul, même sans l'artiste, lui proposer un couplet, un refrain, lui dire ok, est-ce qu'on est sur la bonne vibe, finir le titre et modifier des trucs ensemble. Mm-hmm. Je pense que ça va beaucoup plus vite qu'une phrase, oui mais non, oui mais peut-être, alors que moi si j'écris une première phrase, j'ai déjà la vision de ce que je vais vouloir dire, mais c'est vrai que pour l'artiste c'est très difficile de se dire ok mais là j'ai l'impression que ça va pas dans l'endroit où je veux. Donc en général, j'aime faire comme ça. Pendant longtemps, ça a été difficile parce que j'avais pas la légitimité auprès des artistes. Aujourd'hui, je commence à l'avoir un petit peu pour les artistes qui me contactent pour écrire pour eux. Donc, en fait, ils me font un peu plus confiance. Est-ce que tu vas chercher un peu dans leur vécu? Est-ce que tu vas creuser un petit peu plus Ouais, beaucoup. J'aime... Alors, déjà, chaque artiste est différent. Donc, il y a des artistes qui veulent pas trop parler, qui te donnent un thème, il y en a qui te donnent même pas de thème, il y en a qui sont présents dans la session d'écriture, il y en a d'autres pas. Ça dépend toujours, mais j'aime bien. Je crois que aujourd'hui, on me contacte de plus en plus pour écrire des textes un peu introspectifs et il faut évidemment que je connaisse l'artiste, donc je lis tout ce que je peux lire sur l'artiste et puis je discute avec lui et de cette discussion, je prends pas vraiment de notes en général, il en ressort des trucs assez naturellement. Le mec, il est naturel. Tes textes transpirent ton vécu, tes expériences de vie. Te livres-tu entièrement dans tes textes ou gardes-tu un jardin secret? Ouais, je me livre entièrement. En vrai, je pense que mon seul jardin secret, il est visuel et je montre pas sur les réseaux les membres de ma famille parce que j'estime que c'est un domaine qui reste privé et que j'ai pas à leur infliger quelque chose qu'ils n'ont pas décidé. Qui n'ont pas décidé, j'arrive plus à parler. Et en fait, pour le reste, en tout cas quand je parle, ouais, je suis assez transparent. Je dis ce que je pense dans mes textes, vraiment. J'essaie pas d'édulcorer ma façon de penser ou de parler. Comment naît un titre chez toi? Par exemple, Si c'est toi. Quand on a écrit Si c'est toi, alors c'était assez spécial. On était en séminaire d'écriture, pas pour moi pour le coup, c'était pour Nazim. Et je lui ai dit ouais, ce serait bien qu'on essaie de faire un titre pour mon projet. Il y avait un match de l'OM en même temps. Et moi je regardais et lui il a commencé à jouer au piano
et à faire un, si c'est toi. Et j'ai dit, vas-y, garde ça. Et à la fin du match, j'ai écrit le titre. On a gardé les accords, je pense, en une petite heure. Et je me suis mis dans ma chambre et j'ai écrit. Et je suis revenu, on avait le titre. Et c'est trop bien parce qu'en plus, on a filmé la session assez instinctivement et naturellement avec Adam qui filme beaucoup de parties de vie de Nazim. Donc ouais, ça s'est fait assez naturellement. La réflexion du thème, ça a été assez rapide. Tout a été assez rapide. En fait, quand il a dit si c'est toi, en fait, moi, dans ma tête, j'avais déjà un thème. Je me suis dit, ok, je visualise le truc. Et ce qu'il y a de facile avec Nazim, on est tellement proches, on est tellement amis, et puis mutuellement, on s'admire, j'ai l'impression. Donc en fait, il y a toujours cette volonté d'impressionner l'autre musicalement. Donc on va toujours chercher à s'impressionner mutuellement. Et en général, ça crée des morceaux sympas comme celui-ci, comme Tout Sauf Toi qu'on a écrit ensemble aussi. En 1 heure de temps, ouais. T'as pondu ce texte. Ouais, mais en fait... Et si c'est pas du talent? Non, mais en vrai, je pense que plus t'écris et plus t'as des chemins d'écriture et des facilités à faire naître les idées et à réfléchir à des tournures de phrases. C'est de plus en plus facile. Parce que c'est comme le sport, c'est vraiment comme la gym. Au début, tu fais 3 pompes et t'es essoufflé. Tu te dis, mais c'est impossible de faire plus. Et au bout d'un mois, t'en fais sans sourciller. Donc, ouais, petit à petit, en fait, je pense que ton subconscient travaille pour toi. Nazim est venu il y a quelques semaines au micro. Je lui ai donné la parole pour qu'il te fasse une déclaration pendant 1 minute. Ouais. J'aimerais bien un retour. Okay. Moi, je vais être très transparent. Je crois pas que l'amitié, c'est quelque chose qui se juge au nombre d'années. Je pense que ça... Des fois, il y a la temporalité, ça n'a aucun rapport. Je pense qu'on s'est connus il y a quelques années, mais on est devenus proches pendant le Covid. Et aujourd'hui, je peux dire que c'est devenu un membre de ma famille. C'est quelqu'un qui est très apprécié par beaucoup de monde et par ma mère notamment, ce qui est très important pour moi. C'est quelqu'un qui a été très présent au décès de mon père. Forcément, ça crée des liens, puisqu'il a perdu son oncle 2 semaines après. On s'est retrouvés encore à vivre la même chose. Et des fois, il y a des choses comme ça qui ne s'expliquent pas. Moi, c'est devenu un frère aujourd'hui. Il sait qu'il peut m'appeler, même pour cacher un cadavre, et je serai là, quoi. Cette chanson, si c'est toi, est-ce que j'aurais la chance de pouvoir écouter cette chanson? Je vais faire quelque chose que je fais jamais, c'est que je vais utiliser mon téléphone, mais comme on l'a écrit tu as le droit. Récemment, j'avoue que je connais pas le texte par cœur. Déjà, j'ai l'exclu, donc je vais pas me plaindre. J'aime pas trop tes manières, j'aime pas comment tu parles. Quand je sonne en bas de chez toi, j'aime pas comment tu tardes. Je préfère les yeux clairs et les robes de soirée. J'aime pas trop envoyer des messages sans arrêt. J'aime pas trop les câlins, ça me rend trop sensible. J'aime pas devoir t'attendre pour au moins 200 films. Je veux pas me mettre en couple, ça demande trop d'efforts. J'aime pas que tu sois arrivé comme un coup du sort. Mais si c'est toi, c'est toi. Je sais pas comment l'expliquer, comment le dessiner. Mais parfois c'est juste l'univers qui l'a décidé. Et si c'est toi, c'est toi. Je me suis menti pendant des heures, pendant des semaines. Je suis pas le meilleur des hommes, mais t'es la meilleure des humaines. Je préfère être seul, j'aime pas dormir à 2. Deviner des dessins sur des ciels nuageux. J'aime pas les tu me manques, ni les je veux que tu restes. Tes verres de thé à la menthe, je déteste presque. J'aime pas que tu parles de moi à tes amis proches. J'aime pas que devant les miens tu sois un peu gauche. J'aime pas les mots d'amour, je prends tout à l'envers. Je peux pas aimer encore, je sais pas bien le faire. Mais si c'est toi, c'est toi. Je sais pas comment l'expliquer, comment le dessiner. Mais parfois c'est juste l'univers qui l'a décidé. Et si c'est toi, c'est toi. Je me suis menti pendant des heures, pendant des semaines. Je suis pas le meilleur des hommes, mais t'es la meilleure des humaines. Depuis que c'est toi qui mène la danse, je me dis que c'est moi qui ai de la chance. J'avais prévu une histoire cabossée, mais la vie m'invite à danser. Si c'est toi, c'est toi.
Je sais pas comment l'expliquer, comment le dessiner, mais parfois c'est juste l'univers qui l'a décidé. Et si c'est toi, c'est toi. Je me suis menti pendant des heures, pendant des semaines. Je suis pas le meilleur des hommes, mais t'es la meilleure des humaines. Et si c'est toi, c'est toi. Merci beaucoup. Bravo. Hein. Merci. Si c'est toi, c'est ton inspiration du moment, c'est une autobiographie? Non, c'est pas une autobiographie, mais en fait, ce que je raconte dans ce texte, c'est exactement ce que je vis, en tout cas dans les couplets. Ça veut dire que j'ai pas l'impression d'avoir le besoin d'affection d'une femme, avoir un besoin d'affection amoureux depuis que je suis séparé. Et en fait, chaque fois que je dis ça à mes proches, ils me disent « Ouais, mais tu verras un jour, ça va arriver, ça va être comme ça, et tu pourras pas décider, etc. » Et je me suis dit « C'est peut-être vrai, mais en tout cas, c'est pas le cas. » Donc, j'ai choisi les couplets pour énumérer les choses que j'ai pas envie de faire et ce que je veux plus faire. Et le refrain pour dire « Mais en fait, ok, en vrai, si je l'ai pas décidé et que c'est cette fille, bah, ce sera cette fille. » Bien sûr. Voilà. C'est fou, hein. Ouais. J'adore. Comment fais-tu pour transformer une expérience très intime en une chanson universelle qui parle au plus grand nombre? Encore une fois, je pense que c'est avec du travail. Ça veut dire que quand je vis un truc, ma seule manière d'exprimer mes sentiments aujourd'hui, c'est de le faire en chanson. Donc, j'ai toujours cette base où je me dis, ok, il faut que je parle de ça. Et après, j'essaie de réfléchir en termes de références, en termes d'idées assez visuelles. En fait, j'aime bien me dire... Je veux pas me dire, ça, les gens, ils peuvent le chanter. Parce qu'en vrai, je pense que les gens, ils peuvent chanter tout ce qui est bien. Donc, je vais toujours avoir un moment auquel on n'a pas pensé. On l'a fait assez instinctivement. Comme quand je dis... le resto qu'on aimait bien, là, avant que le plat arrive, on avait déjà fini le pain. En fait, c'est des trucs simples auxquels on pense pas, mais c'est vraiment ce qu'on fait au restaurant, qu'on a avec une meuf. Il y a le pain qui arrive, on discute, on mange, on se rend pas compte, etc. Et en fait, c'est plein de petits trucs comme ça. J'essaie de mettre des petits moments de la vie et j'essaie de les rendre un petit peu poétiques. Et voilà. Est-ce qu'il y a des sujets interdits que tu n'aborderas jamais ou au contraire, aucun sujet tabou? J'ai pas de sujet tabou. Après, je me sens pas très légitime de parler de politique ou de parler de choses que je maîtrise pas assez. Donc j'essaie vraiment... J'ai pas de tabou, mais je veux parler que de ce que je maîtrise. Je veux pas me lancer dans des trucs où j'ai pas 100% de la légitimité pour parler, quoi. C'est bien, ça. Ouais. Ça, c'est bien. Tu as collaboré avec les plus grands artistes comme Amir, Youssoupha, Jérémy Frérot ou encore Banks and Ranks. Yes. Comment naissent ces rencontres musicales? Comment tu rencontres toutes ces personnes à qui tu... Je pense que ça a été différent pour tous. Youssoupha, je pense que c'est lors d'un séminaire qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Mais c'était quelqu'un qui m'avait beaucoup inspiré. Donc, la première fois qu'on se retrouve, je crois que c'est à Marrakech et on discute beaucoup. On a beaucoup de centres d'intérêt, on devient des potes et puis après le feat se fait assez naturellement. Banks and Ranks, pareil, ça a été... ils se retrouvent à Paris, on se retrouve sur la même session studio, finalement un titre, on me demande de poser sur un titre où je devais pas être, eux aiment comment je pose et puis on commence à s'entendre comme ça. Et puis c'est en ça que je te disais que sur l'album avant Alain, j'avais pas fait je faisais pas la musique pour les bonnes raisons. Parce que quand il y a une personne qui arrive à la tête de Def Jam, le label où j'étais, à un moment, et qui n'appréciait pas forcément ma musique. Et ce qu'elle m'a dit, c'est, si tu veux qu'on vende ta musique, fais des feats. Et moi, je me suis retrouvé à un moment de ma vie où on est en plein Covid, je vis à Marseille, mais j'ai pas trop de contacts. Et je me dis, ok, je vais aller chercher des feats. Et c'est là que je suis allé chercher des feats. C'est la première fois que je faisais ça. Et même toi-même, tu as fait les démarches. Ouais, j'ai fait les démarches. Et même si ça a donné des beaux morceaux, ce sentiment-là, il m'a déplu. Je me suis dit, ok, je fais plus la musique pour ce que j'aime. Genre, je suis là, je vais un peu me bagarrer pour aller chercher des trucs que j'avais pas envie de faire au départ. Donc, en fait, après ça,
ce qui est très drôle, c'est que au final, sur l'album, j'ai 6 ou 7 feats. Et au moment de... Enfin, 2 semaines ou 3 semaines avant de sortir l'album, la personne se fait virer. Donc je me retrouve à avoir fait ça pour rien. Mais c'est une leçon de vie, en fait. C'est que, pour moi, quand tu fais pas quand tu fais pas les choses que t'aimes pour les bonnes raisons, ça sert à rien. Je préfère être maçon, détester ce que je fais et gagner de l'argent, et c'est OK. Mais utiliser ma passion de la mauvaise manière, ça m'a déplu. Ça m'a un peu éloigné de la musique pendant je pense, une petite année, et puis avant de me remettre les idées en place, quoi. Une collaboration internationale de rêve, laquelle serait-ce? Je pense, même si en ce moment c'est un peu compliqué pour lui, je vais dire Drake. J'ai toujours dit Drake parce que je trouve qu'il est capable d'exceller dans plein de styles de rap différents. Je le trouve très bon, alors même si là il a des embrouilles un peu avec tout le monde, y compris Kendrick, qui est au sommet de sa carrière. Mais ouais, Drake, je pense. Drake, ok. Ouais. La composition pour d'autres artistes, un mot sur ça? Ouais, j'adore ça, en fait. Pendant longtemps, je me suis un peu interdit de le faire, d'écrire pour d'autres et de top-liner pour d'autres, parce que j'avais un peu cette crainte de faire passer ma carrière après ça. Et en fait, je me suis rendu compte que non, c'était compatible et que c'était à moi de gérer mes temps comme je le voulais. Et puis aujourd'hui, je le fais beaucoup, c'est très cool. Ton parcours, comme beaucoup d'artistes, tu as connu des hauts, des bas. Comment tu traverses ces moments les plus compliqués, quand c'est compliqué comme ça? Comment on va puiser où? En fait, professionnellement, je pense que la dernière fois où j'ai vraiment voulu arrêter, c'est à ce moment-là où je te dis, je m'étais rendu compte que je faisais la musique pour les mauvaises raisons. Je crois que je travaillais pas avec le bon compositeur. C'était quelqu'un qui était assez... En fait, on était très proches, mais je pense que on était toxiques l'un pour l'autre, musicalement. Et après, je sais pas, je saurais pas vraiment te dire... Mais qu'est-ce qui te booste à chaque fois? En fait, il y a des moments où, je te dis, quand j'ai voulu arrêter, c'était en prenant du recul, en me disant, voilà, je travaille pas avec la personne qu'il faut, on est toxiques l'un pour l'autre musicalement. Il y a mon père qui était très malade, donc j'avais plus envie de faire de musique. Je me suis dit, j'ai fait un album qui me plaît pas. Donc t'es toujours là. Et après, ce qui te rattrape à chaque fois, c'est la passion, en fait. La passion, elle arrive. Et même quand tu veux arrêter, ça te manque. C'est comme une relation avec une meuf, quoi. C'est une meuf avec qui ça va pas, il y a des hauts, il y a des bas, mais tu l'aimes trop pour arrêter, quoi. Est-ce que tu penses que les épreuves nourrissent la musique? Oui, je pense. Moi, de toute façon, j'ai fait mes meilleurs projets dans mes épreuves les plus difficiles, notamment le dernier projet. C'est là où ça commence à marcher pour moi. C'est le paradoxe entre la décadence totale dans la vie perso et puis l'épanouissement dans la vie professionnelle. Donc c'est un paradoxe complet, mais oui, je dirais que oui. Qui est Kemmler? Plutôt, comment est Kemmler sur scène? Sur scène, je suis assez épanoui. Je parle beaucoup, je fais beaucoup de vannes. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Très stressé avant de monter sur scène. Ah, le stress? Comment il se gère, le stress? Mal. Non, en fait, je pense que je sais pas trop comment je gère le stress. Je suis très stressé avant de monter sur scène. Plus le temps est long entre le moment où je suis juste derrière la scène et le moment où je monte, plus c'est dur. Moi, en règle générale, en tournée, je suis à l'hôtel, j'arrive 5 minutes avant de monter sur scène. J'ai besoin de... Quand je suis là, c'est pour monter. Je peux pas rester derrière, ça m'angoisse au plus haut point. J'essaie de savoir s'il y a du monde, j'essaie de regarder, c'est trop oppressant pour moi. Donc en vrai, sur scène épanoui, en dehors de scène, très compliqué. Très compliqué. Ouais.
Si on faisait un retour vers le futur, un conseil à ton toi de 14 ans qui débutait dans la musique, lequel serait-il? Vivre de la musique, c'est possible. Et travaille et aussi sois moins borné plus vite. Ça veut dire que... Moins têtu? Ouais, je pense que j'ai été très têtu à des moments de ma carrière et que j'avais pas assimilé ou compris certaines choses que mes équipes... j'ai les mêmes managers depuis que je vis de la musique, c'est-à-dire depuis 7 ou 8 ans. Et il y a des trucs qui me disaient avant où j'étais extrêmement têtu et aujourd'hui, en fait, je me rends compte que j'aurais gagné quelques années, quoi. Donc, ouais. Mais le principal, c'est que tu sois là. Ouais, bien sûr. Tu dis souvent que la musique est une thérapie. Est-ce qu'il y a un titre en particulier qui t'a vraiment aidé à tourner une page? Alors, tourner une page, je sais pas. Mais j'écris de plus en plus Par exemple, typiquement, il y a un titre, je sais pas vraiment quand je vais le sortir, mais je l'ai écrit il y a très peu de temps avec Moziman. C'est un titre que j'ai écrit sur mon père, à un moment où je pensais pas que j'étais capable de le faire. Et c'est la première fois que j'écrivais en ayant vraiment des émotions de tristesse et je me suis retrouvé à pleurer en écrivant. C'était très spécial pour moi, mais je pense que c'est encore une étape. Donc je sais pas si ça me fait tourner des pages, mais en tout cas ça me fait à chaque fois passer des étapes. Si, je pense que ça t'aide, c'est sûr. Tu évoques beaucoup ta fille et que tu ressens parfois le regret de ne pas être assez présent. Ouais. Comment fais-tu pour jongler entre ta vie d'artiste et ton rôle de papa? En général, ma fille vit à Marseille, donc je suis la moitié du temps à Marseille. À peu près une semaine sur 2, et l'autre semaine à Paris où je travaille. Mais la semaine où je travaille à Paris, en général, il faut que je rattrape la semaine où j'ai pas travaillé. Donc c'est vraiment très fatigant. Et après, quand je descends, j'aime pas être sur mon téléphone quand je suis avec ma fille. J'aime pas travailler quand je suis avec ma fille. J'ai envie de lui donner les moments où on est ensemble. Donc voilà, on a la chance d'être en France et d'avoir plein de vacances. Donc ça, c'est très cool. Ça veut dire que ça me permet de prendre une semaine et qu'on parte ensemble et on kiffe. Et ouais, j'ai découvert un amour inconditionnel. Et en fait, tout ce que je supportais pas faire en couple, j'adore le faire en tant que papa, quoi. J'adore partir en vacances seul avec ma fille, alors que j'aime pas trop les vacances. Je suis quelqu'un qui me dit... Je suis en vacances, j'aurais pu travailler, j'aurais pu progresser. Je suis toujours dans cette optique-là. Je suis pas fan des vacances, ça me plaît pas, quoi. Et avec ma fille, j'adore ça. Parce que je la vois... S'épanouir totalement. Donc, j'ai la chance d'être invité dans plein de trucs. On a fait le Futuroscope il y a pas longtemps. On s'est retrouvés à Center Park. On a fait vraiment des trucs trop sympas ensemble. Bientôt le Courana? Bah, pourquoi pas. Ça peut être très cool. Elle adore je pense qu'elle est faite pour le théâtre en plus, cette petite. Donc, ouais, ça peut être charmé. Et ouais, tout. Aujourd'hui, on dort ensemble avec ma fille, on va au cinéma ensemble, on fait plein de trucs ensemble, on adore aller au resto tous les deux. T'as même planté une dent. Ouais, hein? elle m'a fait une petite dent, on est parti le faire ensemble. Ouais, c'était son idée. En vrai, on se marre, quoi. On se marre, j'adore ces moments-là. Donc, ta fille nourrit aussi ton écriture? Oui, complètement. Oui. Et puis... de plus en plus, elle a 4 ans et demi, donc c'est un peu un baromètre pour mes chansons aussi. Je sais qu'elle a des chansons qu'elle adore et donc du coup j'ai envie de faire plus de chansons comme ça parce que j'ai envie qu'elle soit fière de moi, donc évidemment. Et puis j'ai eu la chance de faire l'Espace Julien à Marseille et qu'elle puisse me voir sur scène devant 1000 personnes, c'était fou, quoi. Et c'est fou, mais c'est la seule scène de ma vie où j'ai pas eu de pression parce que j'avais ma fille qui était en face. J'ai l'impression qu'on faisait le concert à deux, c'était vraiment un moment incroyable. Donc tu arrives à faire abstraction de tout ce qui se passe autour dès que tu vois ta fille? Franchement, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'ai toujours été stressé avant de monter sur scène, sur les 2 premiers tracks, machin, tout ce que tu veux. Au moment où j'ai vu que ma fille elle était en face de moi, j'ai l'impression qu'il y avait j'ai plus aucune inquiétude. Bah, faut que tu la ramènes. Ouais, je vais la ramener chaque fois. Partout. Ouais. T'évoques aussi la peur de la solitude et le sentiment d'isolement face au changement de ta vie. Qu'est-ce qui t'aide à surmonter ces moments difficiles et comment ça se retrouve aussi dans les textes? Je suis quelqu'un qui parle pas beaucoup.
Parce que, en fait, je parle pas beaucoup de ma tristesse aux gens que j'aime parce que j'ai pas envie de leur déclencher de la tristesse. Mais c'est aussi un petit peu égocentrique parce que voir les gens tristes, ça me rend triste. Donc, c'est un espèce de cercle vicieux, tu vois. Et donc, après, je suis quelqu'un de très solitaire. Je suis extrêmement solitaire et je pense que si je faisais pas un métier où il faut bouger, être avec du monde, etc., je serais chez moi H24. Donc ouais, la solitude, ça fait partie de ma vie. J'aime ça. Mais ouais, j'essaie de m'en départir un petit peu quand même. Des conseils pour un jeune chanteur qui a envie de rentrer dans le métier? Franchement, au-delà du travail, qui est évidemment le plus important, c'est le recul qui compte le plus. Je pense que ce qui est le plus difficile, c'est quand les gens ne se rendent pas compte. Quand tu te rends pas compte que tu es trop loin de la vérité, c'est trop difficile pour les gens de te dire « Waouh, c'est pas du tout ça ». En fait, c'est bien plus facile d'aller voir un gars, de lui dire « Ok, en interprétation, il y a encore un peu de taf. Il y a encore un peu de taf en écriture, des fois les fins de phrases, c'est plus facile. C'est assez précis, tu vois. Mais quand il y a quelqu'un qui est trop loin de la vérité, alors qu'est-ce qu'on lui dit pour pas le décourager? C'est trop difficile. Donc, avoir du recul, c'est trop important. Analyser, observer ce qui se passe ailleurs. C'est-à-dire que ne pas écouter que sa musique ou ne pas regarder que soi. C'est comme au poker, en fait. Si tu regardes que tes cartes et que tu n'es pas en train d'essayer d'analyser les cartes des autres, tu te dis, c'est bon, j'ai le meilleur jeu, c'est sûr. Mais en fait, c'est pas la vérité. Tu conseillerais à tous ces jeunes de se former, que ce soit en théâtre, en chant, en danse, d'avoir cette liberté un peu dans tout? Je sais pas, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'autodidactes et qui font les choses très bien, que ce soit en journalisme, que ce soit en musique, en plein de choses, en fait. Je crois pas qu'il faille automatiquement des diplômes ou des formations. En revanche, il y a un vrai intérêt à trouver sa meilleure méthode de travail. C'est-à-dire que moi, je sais que ma meilleure méthode de travail, c'est très bizarre, mais c'est quand je suis en studio et qu'il y a une prod qui tourne, j'aime bien lire des articles, écrire 2 phrases, repartir sur Instagram, parler avec des potes, revenir. C'est ma méthode de travail, c'est d'être un peu bordélique. Mais il y en a qui ont besoin énormément de concentration. Il y en a qui ont besoin de passer par des formations parce qu'ils ont besoin d'avoir quelqu'un qui les aide au départ. En fait, chacun a sa propre méthode de travail. Et il y a des artistes qui font pas du tout comme moi et qui font beaucoup mieux que moi musicalement. Donc, il n'y a pas une méthode. Mais ouais, il faut trouver sa méthode et une fois que tu l'as trouvée, faut vraiment travailler, quoi. Tu te fais coacher, toi? Non. J'ai commencé au final dans les ateliers d'écriture où j'ai pu... on m'a un peu inculqué les bases. Mais c'était il y a maintenant 21 ans. Donc, ça fait longtemps. Mais en vrai, non, je suis... Mais par contre, j'analyse énormément. Comme je t'ai dit, je regarde tout, j'écoute. Quand je suis en session avec des artistes, j'essaie de voir, de parler avec eux de leur vision des choses, de comment ils ont bossé avec d'autres. Quand il y a des auteurs où j'ai la chance après de travailler avec Nazim, c'est mon éditeur, c'est mon ami, on travaille tout le temps ensemble dans le même studio. Je veux dire que c'est un des meilleurs auteurs français en activité, parce que quand même il y avait Gainsbourg, Berger, Brel. Bon, je veux pas le mettre à ce niveau-là, mais je veux dire en activité, voilà, et je connais pas 10 personnes qui sont meilleures que lui. Donc j'ai la chance de voir un mec qui compose, qui écrit, qui chante assez vite et qui peut proposer une chanson. C'est un don. Ouais, qui peut proposer une chanson clé en main à quelqu'un. Moi, quand je propose une chanson à quelqu'un, il faut qu'il se projette un peu. Je suis pas capable de la chanter comme lui la chante et il faut qu'il se projette un peu, mais voilà. Quand tu bosses avec des mecs qui sont aussi forts, forcément, ton subconscient, il travaille pour toi. Les projets de Kem, c'est quoi? Je suis revenu en Indé depuis décembre. Donc, j'ai un titre qui s'appelle Veille de rentrée, qui est sorti le 28 mars. Normalement, le 25 avril, si c'est toi. Et j'aimerais sortir à peu près un track par mois.
Je suis en indépendant. Je veux faire du track by track, donc morceau après morceau. Je crois plus qu'il y a un vrai intérêt pour les artistes. Pour les gros artistes, je pense qu'il y a des intérêts de sortir des albums ou quand t'es en maison de disque parce qu'ils te signent en nombre d'albums. Quand t'es en indé, je crois pas. Je crois que tu peux pitcher chaque morceau qui sort et voir un petit peu, laisser vivre le titre. 1 mois, 2 mois, voir. Et c'est ce que je veux faire. Donc voilà, et puis quand j'aurai 7-8 morceaux, j'en referai 3 encore, et puis ça, on compactera ça sur un album et on fera une tournée avec, quoi. Mais oui, il faut. Voilà. Absolument. Le mantra de Kem. Je suis pas sûr d'en avoir, mais ouais, je vais revenir avec cette formule sur le travail, quoi. Travailler et observer les autres. Observer les autres, travailler. T'es prêt pour un petit speed quizzing? Ouais, bien sûr. Il est toujours prêt. Allez, on y va. Johan ou Kemler? Kem. Kem. Dragon Ball Z ou les Chevaliers du Zodiaque? Dragon Ball Z. Instagram ou TikTok? Instagram. Écriture. En premier, texte ou mélodie? D'abord la mélodie. Collab de rêve. Eminem ou Damso? Oh, Damso, je pense. PSG ou OM? Ah ouais. Amour passionnel ou amour inconditionnel? Amour inconditionnel. Le Kourana ou au micro avec Johanna? Au micro avec Johanna, je connais pas encore le Kourana, mais peut-être que je changerai d'avis. Qu'est-ce que je peux te souhaiter? Dans un premier temps, la santé. C'est bête à dire, mais c'est trop important. Dans un deuxième temps, essayer d'être... continuer à essayer d'être un bon père. Et dans un troisième temps, faire grandir ma musique, la faire évoluer. Et continuer à vivre des aventures comme ça, quoi. En tout cas, moi, c'est vraiment tout le meilleur et tout ce que je te souhaite. C'est gentil, merci. J'ai une dernière question. Oui. Si tu devais avoir, au micro avec Johanna, un artiste en face de toi, tu inviterais qui? Oh, wow. Il faut que ce soit un artiste que je connais ou que je connais pas, on s'en fiche. Un artiste que tu aurais envie d'entendre à mon micro? J'aimerais bien Orelsan, en vrai. J'aimerais bien, je pense qu'il a démocratisé le fait de parler de sentiments dans le rap. En tout cas, ça a été un des artisans, comme DC's aussi, je pense. Donc ouais, je veux dire Orel. Bah écoute, si tu entends, débarque. Merci 1000 fois. Merci. C'était un plaisir. Si vous voulez retrouver cette interview, eh bien écoutez sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, YouTube et au micro avec Johanna sur Instagram. Merci beaucoup et à bientôt.